Allô, bonjour Madame Rouquet. J'appelais pour prendre de vos nouvelles. Comment allez-vous? Bien, écoutez, une excellente journée. The feeling of being alive. Rise up and sing with me. 'Cause we are strong, we are free. Rise up and see the light. Rise up and see the light. The feeling. Ça s'appelle ça va pas fort. On va faire quelques exercices de respiration. 25, 26, 27, 28, 29. Et on relâche. Le groupe Vive est un groupe mutualiste qui agit au quotidien pour la santé de plus de 11 millions de personnes. Groupe Vive, entrepreneurs du mieux vivre. Notre première table ronde est avec 3 invités. Le thème, de quoi parle-t-on? On a vu avec les micro-trottoirs que finalement, c'est une véritable jungle, ces médecines alternatives et complémentaires, et que finalement, ce qu'on réclame, c'est en fait de l'efficacité, un lien de confiance, et puis un chef d'orchestre. Alors, pour parler de quoi parle-t-on justement, nos 3 invités, le docteur Nicolas Leblanc, médecin de santé publique et conseiller santé du groupe Vive, Véronique Suissard, psychologue, et Serge Guérin, sociologue. Vous êtes tous les deux cofondateurs de l'AAMC, c'est bien cela? Avec le docteur Philippe de Normandie. Alors, bonjour à vous 3. Alors, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce que les Français entendent par MAC? On a vu au début qu'ils n'entendaient pas grand-chose, en règle générale. Alors, nous avons demandé, pour avoir une vue plus représentative de ce que pensent nos concitoyens, nous avons demandé à Via Voice de questionner un échantillonnage représentatif. Vous allez voir à l'écran apparaître ce sondage, et je vous demanderai de réagir à cela au préalable aux questions que je vais vous poser. Voilà, alors déjà quelques mots sur la méthode, pour montrer que c'est bien représentatif. On ne va pas trop s'étendre là-dessus, mais ce n'est pas du réchauffé, c'est une enquête qui a été réalisée du 25 au 28 février dernier sur un échantillonnage de 1000 personnes, représentatif de tous les âges, de tous les métiers, de toutes les régions, etc., etc. Alors, première slide. Avez-vous déjà entendu parler des MAC? Et là, on s'aperçoit que 29% des Français en ont entendu parler, mais finalement, 29%, c'est pas énorme. On va passer à la slide numéro 2. Comment avez-vous été informé sur ces médecines alternatives et complémentaires? Et je pense que ça amènera un commentaire de votre part ensuite, par des amis. C'est-à-dire que finalement, 44% ont entendu parler par le bouche à oreille, beaucoup plus. Alors c'est suivi de très près par les médias, bien évidemment, mais finalement assez peu par son médecin généraliste, 16%, et puis finalement assez peu aussi par les réseaux sociaux que l'on cite généralement comme un canal très influent et très courant. Slide suivante. Alors, diriez-vous que les médecines complémentaires, alors on reprend celles qui ont été citées par Delphine, les 4 reconnues parmi les 400 qui sont citées, l'acupuncture, l'homéopathie, la mésothérapie et l'ostéopathie. Alors, est-ce que ça peut être un bon complément à la médecine conventionnelle sans toutefois s'y substituer? 79% répondent oui, ce qui semble très positif. Pour améliorer le bien-être, on verra ces 2 composantes, 73%. Et puis, en ce qui concerne une éventuelle substitution, 56% pour les maladies du quotidien qui ne sont pas des maladies graves, encore une fois. Et quand même, j'attire votre attention là-dessus, 27% de ceux qui, finalement,
pensent que les médecines alternatives et complémentaires sont une réalité, 27% pensent qu'elles peuvent être dangereuses. Alors dangereuses de quelle manière? Ça sera à vous de nous le dire. Slide suivant. Souhaiteriez-vous être davantage informé sur ces médecines alternatives et complémentaires? La question coule de source. Hein. Oui, ils auraient répondu non, on aurait été mal hein, quand même pour continuer. Et donc, voilà. Je vous transmets en même temps le sondage, comme ça vous pourrez aussi y jeter un coup d'œil, parce que ce n'est pas très facile à l'écran. Et voilà, je voudrais qu'on revienne en fait sur ces quelques... tout ce qui a été dit, c'est les impressions et surtout les enseignements que vous en tirez, que l'on peut en déduire. Alors, mal renseigné ou peu renseigné ou renseigné par des canaux un peu, j'allais dire, qui ne sont pas vraiment les canaux auxquels on penserait habituellement, ça vous paraît logique que sur une pratique qui est quand même connue de 40% et pratiquée par 40% des Français, ce soit le bouche à oreille qui finalement détermine le choix que l'on fait d'une MAC ou non. Je ne sais pas. Véronique ? Alors, plusieurs choses. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on entend que 29% en ont entendu parler. Or, on en a 40% qui les utilisent. Il y a une question, je pense, de représentation par rapport à ces pratiques. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans le terme de médecine complémentaire et alternative, si on demande là dans la salle, s'il y a 50 personnes dans la salle, on aura 50 pratiques différentes. Et donc, on a ce problème-là. Du coup, on a un socle de pratiques qui est hétérogène. Moi, j'aime dire qu'on est face à un fourre-tout, parce qu'on mélange finalement, et c'est ça la complexité de cette thématique, des pratiques qui sont sécurisées, adaptées, parfois légalisées, qui détiennent parfois des normes de formation, des pratiques qui ne sont pas validées, qui n'ont pas de cadre de formation, et des pratiques qui sont douteuses, voire dangereuses. Donc c'est vrai qu'à partir de là, moi, je ne suis pas très étonnée. Et enfin, sur l'autre point, moi, que je retends sur ce que j'entends sur les réseaux sociaux, les amis, etc., il y a une réalité aussi qui revient dans la littérature scientifique, c'est qu'il y a un tabou médical. Les patients, en général, n'en parlent pas aux médecins. Et donc, voilà, là encore, je ne suis pas étonnée qu'on arrive face à ce type de pratique. Et le dernier point aussi, c'est sur la notion de reconnaissance des pratiques. Qu'est-ce qu'on entend par pratique reconnue, non reconnue? C'est intéressant, vous avez parlé de l'homéopathie. Est-ce qu'elle est reconnue? Oui, non. Elle est légalisée, donc on peut dire qu'elle est reconnue. En revanche, la HAS, pour la HAS, il n'y a pas de validité scientifique. Alors, reconnue, pas reconnue. Pareil pour l'acupuncture, elle est légalisée. Les études, voilà, il y a des études qui vont dans ce sens-là, etc., d'un impact, par exemple, sur la douleur, etc., mais elle ne fait pas forcément consensus. Reconnue, pas reconnue. Vous voyez, il y a plein de niveaux de reconnaissance. C'est le niveau de reconnaissance scientifique, d'assises législatives, de normes de formation, et donc tout ça perd un petit peu les personnes. Effectivement, Serge, un commentaire? C'est extrêmement riche et ça va complètement dans le sens de l'introduction avec Delphine Maître. C'est-à-dire qu'il y a une attention, je dirais même un besoin d'une certaine manière. Les gens ont besoin, ne serait-ce qu'ils recherchent à être en meilleure santé, ils recherchent du bien-être, ils recherchent de la qualité de vie. Donc, finalement, on recherche, on essaie de trouver des solutions. Alors, la médecine, ok, bon, mais par exemple, les amis. C'est intéressant de se dire, finalement, ce qu'on recherche aussi, vous savez, c'est toujours un peu ce conflit ou cette complémentarité entre l'expertise et l'expérience. Et finalement, il y a une expertise, mais sur ces sujets-là, qui détient l'expertise? Qui a la légitimité de l'expertise? Et finalement, c'est l'expérience, c'est-à-dire des amis qui l'ont déjà testé. L'ostéopathie, c'est voilà, les enfants, ils arrêtaient pas, ils sont nés, on n'arrivait pas à dormir, ils criaient tout le temps. Et un ostéo, en 2 séances de manipulation, les enfants ne pleurent plus. Et du coup, tout le monde est à la recherche d'une solution pour que les bébés ne pleurent plus. C'est un truc assez consensuel. Et si quelqu'un dit, mais moi, mon ostéo, il a trouvé le truc, ah ouais. Et après tout, on se dit, il n'y a pas de risque particulier. Donc du coup, c'est ça. Il y a une recherche presque, très endiablée, on pourrait dire, très forte de trouver des solutions, trouver des pistes les plus concrètes possibles autour de cette question. Et là, je trouve que ce sondage le fait vraiment ressortir très fortement. Et c'est aussi la question peut-être de ce pouvoir d'agir que chacun recherche.
on recherche du pouvoir d'agir sur un peu tout. Il y a des choses sur lesquelles on se dit comment agir face à telle ou telle situation. Sur la santé, pendant très très longtemps, on a accepté la parole du haut d'une certaine manière. Et aujourd'hui, il y a une recherche d'une parole complémentaire qui s'oppose pas nécessairement, mais on y reviendra, mais qui pourrait s'opposer. En tout cas, on recherche autre chose. Et on recherche aussi des personnes qui nous comprennent, qui sont à l'écoute. Et les amis, souvent, ils nous ressemblent et donc ils nous comprennent. Merci Serge. Vous avez employé le terme endiablé, donc je me tourne vers non pas notre père Nicolas Leblanc, mais le docteur Nicolas Leblanc. Est-ce que finalement les médecins en la matière risquent de se... Non, tu en as un là, juste à côté. Est-ce que... non mais il y aura une séance de méditation, de relaxation après, t'inquiète pas. Donc est-ce que finalement les médecins, on leur demande pas d'être un peu magiciens en l'espèce? Parce que ce que disait Véronique, c'est que finalement c'est un fourre-tout, il y a des choses sérieuses, pas sérieuses, des choses validées, pas validées, etc. etc. Le rôle d'un médecin là-dedans, ça doit être un éclaireur, je fais pas référence au scout, mais un éclaireur au sens premier du terme. Alors, vous savez, Patrick, moi je suis médecin de santé publique. La médecine de santé publique, c'est la médecine des populations, la santé des populations, et c'est la santé de l'évaluation de la santé plutôt dans le bon sens. Donc, qu'est-ce que la santé et qu'est-ce que la médecine? Il y a deux, trois. Et qu'est-ce que la thérapeutique? Parce que dans ce fourre-tout, on met plein de mots là, mais il y a des définitions. Et puis, qu'est-ce que la science? Ça a été abordé sur l'évaluation, l'expérience, l'expertise. La science, allons du plus haut au plus bas, la science déjà c'est une méthode de controverse, comme dirait Étienne Klein. Pourquoi une méthode de controverse? C'est-à-dire qu'on pose des hypothèses, on fait des expériences, on conclut, qui amènent à de nouvelles hypothèses. Et donc c'est en mouvement permanent, c'est-à-dire que la science c'est pas la vérité, c'est plutôt, on va dire, des méthodes pour rechercher cette vérité-là, qui ne sont que relatives, ces vérités. Il y a un célèbre scientifique qui s'appelait Galilée qui a mis un peu de temps quand même pour faire valoir sa théorie, qui est même remise en cause par les platistes qui pensent que la Terre est plate. Donc on voit bien que, et puis prenons un exemple plus récent sur l'hydroxychloroquine, il a fallu de la méthode pour arriver aux conclusions. Et elles seront peut-être que d'ailleurs ces conclusions seront remises sur la scène à un certain moment. Donc, la science. Qu'est-ce que la santé? La santé, c'est un état complet de bien-être physique, psychique et social. Ça, c'est la définition de l'OMS. C'est la définition de l'OMS, mais on voit bien que la médecine n'y répond que partiellement. Quand vous êtes dans un état complet de bien-être, vous n'avez pas besoin de la médecine. La médecine, c'est de la réparation. Donc, préserver son état de santé, c'est agir sur plein de facteurs, et donc notamment la relation humaine. Et on sait très bien que l'isolement social est un facteur de dégradation de la santé. Et à l'inverse, la relation sociale préserve. Mais il y en a plein d'autres, plein d'autres. J'y reviendrai peut-être plus tard. Donc, et la médecine, c'est quoi? La médecine, c'est un comportement, une attitude, des connaissances qui permettent de faire des diagnostics à partir de signes cliniques, de signes, qui permet après d'engager un traitement. Donc on y reviendra, je le fais court, il y a des médecins dans la salle. Et donc là, on voit bien que dans ce fourre-tout, moi j'ai repris deux, trois termes, MAC, médecine alternative et complémentaire. Donc là, on parle bien de médecine. Parfois, on parle de médecine intégrative. Parfois, on parle de santé intégrative. Parfois, on parle d'intervention non médicamenteuse. Parfois, on parle de thérapeutique non médicamenteuse. Parfois, de pratique de soins non conventionnels. Parfois, de thérapeutique non conventionnelle. Parfois, de pratique non conventionnelle à visée thérapeutique. Donc vous voyez bien qu'on parle de santé, de médecine, de thérapeutique, dans un sens, dans un autre, sans forcément définir les choses. Et donc, moi, ce qui me paraît intéressant par rapport au rôle du médecin, c'est de pouvoir être à l'écoute de ce qui est de l'ordre du diagnostic et de la thérapeutique, et à l'écoute de la relation. Parce qu'un médecin, ce n'est pas qu'une machine qui applique des résultats scientifiques à un organisme, c'est aussi une relation. Et donc, et la notion de médecine intégrative va dans ce sens, c'est-à-dire de pouvoir intégrer l'allopathie, comme on dit, même si c'est un petit peu fourvoyé comme terme, avec d'autres pratiques dont les objectifs doivent être définis. Diagnostic, thérapeutique, substitutive à quoi? Donc alternative à quoi? À une thérapeutique ou à une médecine allopathique? Déjà, là, on rentre dans des difficultés. Donc voilà. Et je crois que
les difficultés pour se repérer entre les chiffres 29-40%, c'est que tout ça manque de codification et de visibilité. Alors, c'est moins vrai sur l'ostéopathie, par exemple, qui s'est codifiée, mais quand on est sur de l'auriculothérapie, sur la réflexologie, sur la sophrologie, sur les différents types de massages, les différents types de méditation, etc., là, alors que quand vous voulez un médicament, vous allez chez votre pharmacien et votre médecin. C'est assez codifié quand même, hein, globalement. Et puis, vous le voyez en ville. Et tout. Voilà. Je pourrais en parler des heures, mais on n'a pas des heures. Mais on va vous redonner la parole, bien évidemment, sur ce sujet. Alors, Véronique et Serge, vous avez créé, je le disais en aparté, avec le docteur Philippe de Normandie, la AMC. Alors, au début, je croyais que c'était la reprise de Village People, mais c'est parce que ça n'a rien à voir finalement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi prendre ça dans l'autre sens, déjà? Et puis, quel est l'objectif de la-AMC? Est-ce que ce n'est pas une association, c'est déjà assez compliqué, qui rajouterait de la complication à la complication, ce qui est très français, ou est-ce que vous avez une véritable ambition explicative et d'ordonner tout ça? Alors vous allez me dire, peut-être que la réponse est un peu dans la question, mais je pense que vous pouvez davantage développer. Véronique. Ok. Alors c'est l'AMCA, Agence de médecine complémentaire et alternative. Et, on l'a fait parce qu'on s'ennuyait. On s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Allez, si on faisait une agence de médecine complémentaire et alternative. Non, il y a toute une historique, et je laisserai peut-être Serge, si tu le feras de manière plus synthétique que moi. Non, l'enjeu, c'est vraiment de structurer. D'emblée, j'entends la question, vous avez mis le mot alternative, ouh là 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 là, au secours, pourquoi, c'est grave, etc. Vous défendez l'alternativité. Non, on a mis les pieds dans le plat, surtout. L'idée, c'est vraiment de favoriser les médecines complémentaires qui sont adaptées, parce que contrairement à ce qu'on pense, elles ne le sont pas toutes, parce qu'on a cette représentation de se dire complémentaire, c'est bon, c'est sans danger. Alternative, oulala, au secours, c'est dangereux. Sauf que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc l'idée, c'est vraiment de favoriser l'essor des approches qui sont complémentaires et adaptées et de lutter contre les méthodes alternatives et les dérives thérapeutiques de manière générale en santé. Ça, c'est vraiment un point qui est important pour comprendre l'essence même de l'agence. Ensuite, très synthétiquement, nous, on est un lieu qui vise à réfléchir, à agir sur le terrain, à informer les publics et à démocratiser le débat sociétal. Donc, on va porter une diversité d'actions très transverses. Je vais vous en donner juste quelques exemples. Donc, par exemple, on a remporté un appel à projet qui avait été lancé par la Fondation de France pour soutenir le déploiement de médecine complémentaire dans les EHPAD au bénéfice de salariés et de soignants qui avaient été touchés par la Covid par rapport à ce qui s'était passé dans les EHPAD. Donc là, c'est une action de terrain qu'on mène sur une année. On porte un partenariat avec l'Université Paris 8 dans le cadre d'un diplôme universitaire pour sensibiliser les soignants à ces questions, une recherche aussi avec France Alzheimer. Donc voilà, on va porter tout un tas d'actions de terrain et diffuser de l'information éclairée autour de ces pratiques. Voilà. Et d'ailleurs, dans le micro-trottoir du début que vous avez écouté, on remarque que le lien de confiance, c'est quelque chose de terriblement important. C'est-à-dire qu'on ne remet pas la confiance, ça se gagne. Ce n'est pas quelque chose comme ça que l'on manifeste naturellement. Ce lien de confiance, vous, Serge, vous l'avez, j'allais dire, mis en avant. C'est un des axes aussi de la création de l'AMC. Oui. L'Agence des médecines complémentaires alternatives, quand on la crée, alors d'abord parce qu'il y a eu le livre que vous avez, avec le Dr Philippe de Normandie, avec Véronique Suissa, moi-même, et puis une cinquantaine de... Il est là, je vais en parler après. Ouais. Et en fait, c'est né de là, et c'est né aussi de se dire, mais il n'y a rien sur ce sujet, alors même que, comme l'a dit Delphine, 40% des personnes. Ouais. Donc c'est quand même quelque chose d'un peu particulier, quand il y a 40% de la population qui utilise, ça s'appelle un fait social. Un peu fort, quoi. Donc, c'est quand même intéressant peut-être de structurer un petit peu. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est de se dire, finalement, pour plein de raisons, y compris de pouvoir, de sociologie, des organisations et tout ça, l'État n'a pas trop voulu aller dans le secteur. Et en même temps, il y a cette demande sociale. Et donc, finalement, on s'est dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un besoin de structurer les choses, d'y réfléchir, sans être dans l'idéologie? C'est ni bien ni mal. D'abord, il y a un fait qui existe, puis ensuite... Dans ce fait, il y a des choses bien, il y a des choses moins bien, il y a des choses dangereuses, ainsi de suite. Donc c'était essayer d'avoir une vision éclairée, pour reprendre le terme, à la fois éclairée et à la fois nuancée,
et à la fois en évitant les partis pris, en regardant les choses et en mettant de la nuance dans tout cela. Et donc, c'est derrière cela. Et finalement, ce qui est intéressant, alors ça fait lien aussi avec d'autres sujets. Par exemple, on s'est rencontrés souvent. D'ailleurs, la première fois avec Nicolas Leblanc, c'était sur cette question-là, c'était sur la question des aidants. Les aidants, c'est bien une société qui bouge. Et bien finalement, la pratique ou le regard ou l'attrait pour ces médecines complémentaires, c'est aussi la société qui bouge. Et donc c'était ça aussi qui nous intéressait. Face à cette société qui bouge, l'État n'a pas envie, et pas dans cette situation-là, à un moment donné, de prendre, entre guillemets, ses responsabilités. Et du coup, on s'est dit, c'est à la société, avec des experts, avec des chercheurs, avec des utilisateurs, avec, évidemment, la question des mutuelles, on y reviendra, parce que justement, ça ne se fera pas sans elles. On en a besoin. Et finalement, les mutuelles, c'est quoi? C'est bien l'expression de la société. D'ailleurs, elles sont nées, je ne vais pas faire un cours de mutuologie et de société et de la solidarité, mais c'est quand même le solidarisme. C'est quand même ça, au départ, Léon Bourgeois et tout ça. Et ces gens-là, c'est quoi? C'est je regarde la société comme elle va et comme elle a besoin. Et bien finalement, on a fait exactement la même chose avec l'histoire de ces médecines à la fois complémentaires et parfois alternatives. Très court. Juste au-delà du fait social, ce que je voulais rajouter, c'est pour poser un peu le cadre, il y a un fait social, certes, mais il y a un fait institutionnel. C'est-à-dire que ces pratiques, en fait, elles sont déjà en institution, elles sont déjà à l'hôpital. On connaît le rapport de la PHP de 2012 qui a répertorié l'ensemble des pratiques qui étaient en leur sein. Elles sont dans les EHPAD, notamment dans les PASA, les pôles de soins d'activité adaptés, dont l'objet même est justement d'apporter du soin relationnel non médicamenteux. Et on va y retrouver de l'art-thérapie, on va y retrouver de la relaxation, etc. Sauf que la problématique, c'est qu'elles existent, mais elles ne sont pas structurées. J'ai énormément échangé avec des directeurs d'EHPAD qui nous disent « Ah ben nous, il y a une sophrologue qui vient une fois par semaine pour des séances, etc. » Et puis quand on creuse un petit peu, « Ah bon, mais il y a des diplômes pour être sophrologue, il y a du RNCP, mais c'est quoi du RNCP? Ah mais j'en sais rien moi si elle est diplômée, notre sophrologue. » Et on se retrouve face à ces problématiques de terrain. Donc il y a deux niveaux de problématiques, c'est vraiment au niveau sociétal, et ce que vous avez dit avec la Direction Générale des Fraudes, ce qui est ressorti, est quelque chose de très important parce que dans la société, on est complètement perdu, et il y a un niveau plus institutionnel. Comment on fait pour structurer un petit peu les choses, et face à ça, des centres s'ouvrent à ces pratiques. Je pense à Ella Santé, je pense au centre Vitruve, à l'Institut Raphaël, etc., pour essayer justement d'avancer, de structurer les choses sur le terrain. Alors, avant de parler de vos retours d'expérience, Nicolas, comment vous voyez la création de l'AMC, je vais y arriver quand même. Oui, absolument. Est-ce que vous trouvez que véritablement, vous, en tant que médecin de santé publique, ça va faire avancer le débat, ou est-ce que finalement, ça n'est un peu qu'un coup d'épée dans l'eau? Je pense que tout élément qui structure et qui codifie les pratiques et qui permet de les référencer va faire avancer le débat. Moi, je reviens sur la demande sociale. Pourquoi aujourd'hui il y a une demande sociale si forte? C'est pas un hasard. Nous, ce qu'on appelle la transition épidémiologique, alors derrière ce gros mot, c'est quoi? C'est simplement qu'en France, au début du XXe siècle, vous mouriez de maladies infectieuses avec une espérance de vie qui était en dessous de 60 ans et une mortalité infantile qui était énorme. Et grâce au changement de conditions de vie, premièrement, premier déterminant, mais on pourra y revenir, et puis après à l'émergence de la médecine traditionnelle, on a vu, mais souvent, surtout grâce au changement des conditions de vie, on a vu l'espérance de vie grimper. Aujourd'hui, on est autour de 80 ans pour les hommes, 85-6 pour les femmes. Mais ça veut dire que vous passez votre dernière partie de vie malade, puisque l'âge approximatif d'émergence des maladies chroniques, c'est autour de 60 ans. Donc vous passez, on va dire 20 ans, si je le fais un peu de manière caricaturale, avec des maladies chroniques. Et donc, vivre une maladie chronique, c'est quoi? Vous savez combien il y a de personnes en maladie chronique en France? 21 millions. C'est pas rien, c'est un tiers de la population. C'est quoi une maladie chronique? Vous vous levez les matins, on vous a diagnostiqué quelque chose, et vous avez un traitement avec une histoire de la maladie qui est faite de douleurs, de difficultés fonctionnelles ça et là, avec des traitements qui, eux, sont parfois faits, quand on les prend tous les jours, d'effets indésirables, voire d'interactions médicamenteuses. Je rappelle juste un chiffre, au-delà de 80 ans, c'est 5 médicaments par jour, un peu plus même, que les Français prennent. Et donc, ça c'est le premier point. Donc, la demande en termes de relations et de soulagement, elle est énorme, liée à ces histoires de maladies chroniques. La deuxième chose, c'est en santé mentale.
Là, on voit en santé mentale les chiffres qui explosent avec le Covid, mais c'était vrai avant. C'était vrai avant. C'était sans doute sous les radars, mais c'était vrai avant sur les prévalences. Et la santé mentale, c'est de la douleur morale, comme on dit. C'est une manière, et c'est de la somatisation, mais qui est, qui, sans doute, dans l'histoire médicale, était un peu mise sur le côté, en disant diagnostic d'élimination, c'est encore un fonctionnel. Je vous le dis comme on parlait entre collègues parfois. Mais la personne, elle souffre, quelle qu'en soit l'origine. Donc il faut bien traiter ce soulagement. Et donc, et puis bien sûr, on vit dans une société de la performance et on vit dans une société aussi où la performance est permanente. Et dans une société où le rejet des institutions et donc de la médecine traditionnelle vient en plus. Donc on imagine très bien que la demande sociale pour toutes ces raisons cumulées, elle est énorme sur le sujet. Et je pense que 40%, elle est sans doute sous-estimée parce que les choses sont moins codifiées. Si elle l'était plus, je pense qu'elle reviendrait. Et quand vous êtes médecin, clinicien, face à des patients qui souffrent, parce que la médecine traditionnelle, elle est associée aux médicaments. Allez chez votre médecin, peut-être un peu moins en psychiatrie, mais quand même, allez chez votre médecin et sortez sans médicaments. C'est quoi le sésame? La réussite d'une consultation, c'est l'ordonnance. Le côté magique de la... Et donc là, on dit, ben non, c'est des interventions non médicamenteuses, une thérapeutique non médicamenteuse, c'est autre chose. Et donc, parfois, les médecins sont démunis avec les médicaments, parce que le Doliprane, vous avez vu, que quand vous n'allez pas bien, c'est quoi? C'est maman et le Doliprane, les deux premières choses. C'est exactement ce qu'on a entendu tout à l'heure. Et après, le pharmacien. Et donc, une fois qu'on a passé maman et le Doliprane, c'est quoi les solutions? Alors, il y a les morphiniques, on peut monter jusqu'au morphinique en termes de thérapeutique. C'est pas neutre comme médication. Mais il y a surtout de la relation et il y a autre chose. Et donc, les médecins sont démunis. Moi, je me rappelle, quand j'étais en maladie infectieuse, le grand patron nous disait sur les douleurs de zona qui sont extrêmement, extrêmement vives, ayez un charmeur de feu dans votre filière pour soulager les gens parce qu'il n'y a pas de traitement en fait. Donc on voit bien que le rôle, au-delà de ces exemples, la demande sociale va être forte et le rôle d'intégration de toutes ces médecines elle est importante, mais pas n'importe comment. Et donc je pense que pour finir, c'est que toute association, toute démarche qui consiste à évaluer, alors au regard de certains critères, bien sûr qu'il faudra qu'on discute, à structurer les professions, à faire en sorte que les protocoles thérapeutiques soient posés sur des indications tout à fait claires et qu'on ne soit pas dans je soigne tout avec tout et surtout les médecins normaux, surtout n'allez pas les voir parce que là on est dans du dérive sectaire quasiment et fondée sur de la croyance. Donc toute démarche qui structure ça me paraît positive. Bon après on le connaît hein, dans ce monde-là médical et de la santé, il y a toujours des querelles de clochers et il y en aura, mais ça c'est la nature humaine donc c'est normal. Alors, on parlera justement de la pratique des médecines alternatives et complémentaires dans la seconde table ronde. Là, ce que j'aimerais savoir, votre retour d'expérience, c'est-à-dire que dans les structures dans lesquelles vous travaillez, d'abord une première question, en dehors de l'intérêt pédagogique, on l'a bien compris, qu'est-ce qui vous a, vous, motivé Véronique en tant que psychologue, Serge en tant que sociologue, pour prendre à bras-le-corps ce phénomène des MAC. Il y a forcément une expérience particulière qui vous a conduit, Véronique par exemple. Oui, juste pour rebondir juste une seconde sur ce qui a été dit, et juste rappeler le rapport de la Haute Autorité de Santé et qui allait dans le même sens, notamment sur les thérapies non médicamenteuses. Alors, ce ne sont pas des médecines complémentaires à ne pas confondre. Hein. Ils avaient dit les quelques pratiques qu'ils entendaient par là, la diététique, les conseils en hygiène de vie, la psychologie, la psychomotricité, et ils partaient du constat que ces pratiques par les médecins n'orientaient pas suffisamment vers des approches non médicamenteuses, ce qui fait sens avec le tout médicamenteux, alors que ces pratiques étaient validées. Donc ça, c'est la HAS qui le dit. Et pour revenir donc à la question, alors moi, je ne pratique pas du tout les médecines complémentaires. Je suis formée à aucune médecine complémentaire. Je suis partie d'un constat de terrain. Donc moi, quand j'ai débuté en tant que jeune psychologue en SSR, soins de suite et de réadaptation, service oncologie, gériatrie, dès le départ de ma fonction, j'ai été interpellée par la demande, mais absolument massive, des patients, et notamment en oncologie, qui me demandaient à être orientée vers de l'acupuncture, de l'ostéopathie, de la chiropraxie, de la relaxation et que sais-je encore. Je me suis dit, mais mince, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et pourquoi autant de patients? Donc après, dans la littérature scientifique, on le sait, entre 50 et 60% des patients atteints de cancer les utilisent. Donc c'est plus qu'un fait majeur. Et du coup, je me dis, mais comment je les oriente? Donc j'ai commencé un peu à creuser sur le terrain, et puis j'ai vu que des associations comme la Ligue contre le cancer,
association plutôt sérieuse, proposer certaines de ces pratiques comme de la méditation, de la sophrologie, et puis quelques réalités de terrain, c'est-à-dire que Madame Dupont me disait très bien, vous m'avez donné le lien vers la Ligue du 94, ils proposent de la sophrologie, mais moi je veux faire de la méditation, comment je fais? Où est-ce que je vais? Où est-ce que vous pouvez m'orienter, Madame Suissa? Eh bien je ne savais pas. Donc c'est vraiment à partir de ce constat de terrain que je me suis dit qu'il y avait quelque chose, du coup j'ai réorienté mon sujet de thèse de doctorat et j'en ai fait mon sujet de thèse. Voilà. Voilà, donc une expérience effectivement particulière. On voit bien l'importance de l'accompagnement et du mieux-être, et pas uniquement du soin au sens de matin et 3 le soir. Enfin bon, je caricature bien sûr. Serge. L'expérience fondatrice, un jour je me regarde dans la glace, je me vois très très malade. Je n'avais plus de cheveux. J'appelle Nicolas Leblanc pour partager quelque chose, parce qu'on a besoin de gens qui partagent la même expérience. Et du coup, il m'a dit, il n'y a pas d'autre solution alternative que la perruque. Ça, ce sont les médecines alternatives. Bref, voilà, à un moment donné, je rigole, mais qu'à moitié. C'est-à-dire qu'il y a des choses où on se dit, mais j'ai pas de réponse, j'ai pas de solution, je sais pas. Et donc du coup, ce que tu disais sur la question des maladies chroniques, à un moment donné, c'est comment je vis plus longtemps et le mieux possible. Moi, je suis plutôt un spécialiste des enjeux du vieillissement. Or, j'ai beau travailler sur le sujet depuis très longtemps, on n'a toujours pas trouvé le médicament qui permet de rester jeune ou redevenir jeune. Voilà. On n'a pas trouvé. Et même, vous savez, quand les gens vont en EHPAD, ils pensent parfois que comme ça peut être relativement cher, ils pensent que du coup, l'être cher va être en meilleure forme une fois qu'il y sera. Or, non, c'est pas fait pour ça. On n'a pas trouvé le truc pour redevenir jeune. Donc c'est aussi l'expérience, d'une certaine manière, mais aussi la confrontation, le regard. Qu'est-ce qu'on voudrait rester ou redevenir jeune? On ne peut pas. En revanche, on s'aperçoit avec, par exemple, au début, moi, le premier truc, c'était le lien de votre rencontre de l'année dernière, autour des activités physiques adaptées. On s'aperçoit, par exemple, que même à des âges avancés, en faisant de l'exercice physique d'une certaine manière, on retrouve un peu de forme. Voilà, on peut lutter contre la perte des muscles, qu'on appelle la sarcopénie. N'y voyez aucun lien avec de la politique, Nicolas. Voilà. Mais en tout cas, voilà, on peut voir tout ça. Donc, on peut voir, et je m'aperçois avec des gens, y compris bouleversés par des maladies neurologiques, qu'on peut aller mieux. La qualité de vie peut être meilleure. Véronique a parlé des PASA comme des choses qui ont été expérimentées et qui marchent. Donc c'est de se dire, il y a, ok, et bien sûr que la santé scientifique, on va dire classique, a des apports incroyables. Et tu as bien dit, c'est d'abord les modes de vie, c'est d'abord la protection sociale aussi qui a permis qu'on vive aussi plus longtemps. Mais voilà, il y a aussi une limite, et de se dire que finalement, on peut vivre plus longtemps et mieux, parfois, avec ce type d'approche. Et c'était ça qui m'avait intéressé. L'autre élément, je suis un sociologue, c'est la question du lien. Du lien et du lien. La France, en effet, est un pays un peu particulier où quand on va voir le médecin, très vite, les études, c'est 23 secondes. Au bout de 23 secondes, il ne vous écoute plus, il vous dit voilà tant de médicaments. Et en effet, en France, 90% des visites, on sort avec des médicaments. Aux Pays-Bas, c'est 40%. Et les Hollandais ne sont pas en plus mauvaise santé que nous. Donc il y a bien quelque chose d'autre qui se passe. Et donc se dire, il y a besoin de ce lien, et le fait d'être écouté, peut-être que la première des médecines, la première des approches, c'est d'être écouté. C'est qu'il y ait ce lien, être écouté et être respecté. On a d'abord besoin de ça. Et donc, c'était autour de cela que cette chose-là m'avait intéressé au début. Nicolas, vous avez déjà fait appel aux médecines alternatives et complémentaires? Ça dépend laquelle vous parlez, bien sûr. Oui. Mais je vais prendre un exemple. Tu l'as dit, Serge. C'est l'activité physique. On en a fait un colloque l'an dernier, pas hier. C'est quoi? C'est que quand on a des troubles du sommeil, on commence à avoir une activité physique pour mieux dormir. Alors là, oui, bien sûr, j'ai fait appel assez régulièrement. On a perdu nos cheveux avec Serge en courant, parce qu'avec on court tellement vite l'un et l'autre que le vent nous a vraiment défrisés. Et donc, l'activité physique adaptée est quelque chose qui est largement reconnu. Il y a une méta-analyse de l'INSERM qui montre tous les bienfaits. Donc oui, bien entendu, en fait, on fait de la thérapeutique non médicamenteuse sans le savoir, quand même, globalement. C'est la petite tisane du soir pour dormir, c'est l'activité physique adaptée, c'est les petits assouplissements quand je commence à avoir des troubles musculo-squelettiques. Enfin voilà, c'est tu parlais du vieillissement, de la sarcopénie, mais c'est globalement tous les petits maux du corps au quotidien font appel à des thérapeutiques et ce qu'on appelait avant des petites recettes de grand-mère. Le problème, c'est que il faut, pour les codifier et faire en sorte qu'elles soient organisées et acceptées, qu'il y ait un peu d'évaluation
et ce qu'on appelle du bénéfice-risque, parce que tout n'est pas sans risque. Et puis il faut codifier les pratiques, c'est-à-dire qu'il y a des indications, des thérapeutiques pour des indications et des cas précis. Justement, Nicolas, vous parliez de risques. Les dérives sectaires, c'est un risque. Il y a bien évidemment la dérive du fait de l'absence de contrôle de ce qu'on prend. Enfin, je veux dire qu'on ne peut pas se prendre des médicaments par soi-même. Il faut être formé. Et même certaines activités peuvent s'avérer dangereuses si elles ne sont pas contrôlées, à l'évidence. Mais les dérives sectaires, ça regarde, j'allais dire, c'est un autre domaine. Ça existe vraiment. Alors, c'est vrai qu'on met aussi, c'est comme le terme de Mac, le dérive sectaire, on ne sait pas ce qu'on met. La dérive, elle est plus complexe que ça. Déjà, la dérive, elle n'est pas forcément sectaire, elle peut être, et surtout dans le champ des médecines complémentaires, elles peuvent l'être bien sûr, mais ça reste extrêmement rare. La dérive, elle est surtout dans le domaine thérapeutique. Donc ça, je vais m'expliquer là-dessus. Et ensuite, il y a un autre aspect qui est important, c'est que la dérive, elle peut être certes volontaire, on est face à des charlots, mais elle est aussi et souvent involontaire. Ça ne veut pas dire que ça n'en reste pas moins une dérive. Et pour l'expliquer, je vais donner un exemple concret. Typiquement, un patient qui vient me voir et qui me dit voilà, Madame Suissa, moi, je n'ai pas confiance en mon médecin, j'ai confiance en mon praticien qui me régénétise, qui remet mes énergies à flot, et qui me conseille avant ma chimiothérapie de ne pas manger. J'ai perdu 20 kilos, je suis très affaiblie. Mon médecin me dit que c'est dangereux et qu'il faut que je mange, mais moi, j'ai plus confiance en mon praticien, donc je ne mange pas avant ma chimio. Voilà. Et puis il m'explique ça. On est dans de la dérive. Alors là, volontaire, involontaire, je ne sais pas, mais on est dans de la dérive, en tout cas thérapeutique, qui n'est pas forcément sectaire, parce qu'on est face finalement à une complexité dans ce champ, notamment quand les pratiques sont douteuses. Comment concrètement on fait, professionnels de santé, psychologues, pour articuler au mieux les libertés et la sécurité? Parce que là, on est face à des personnes qui, de leur propre liberté, vont faire des choix pour lesquels on ne peut pas dire vous n'avez pas le droit. Ils sont libres. Et donc, comment on fait pour prendre en considération la fragilité humaine, ces considérations-là, pour effectivement accompagner des personnes? Donc voilà, ça pose des questions aussi, j'ai envie de dire, plus complexes que dérive sectaire, où on se dit qu'il y a une emprise mentale. Bah non, en pleine liberté, il vous dit j'ai envie de faire ça, je fais ce que je veux et je vous emmerde. On ne peut rien faire. Vous voyez, donc comment on gère ces réalités-là, quoi. Serge. Vous avez évoqué au démarrage ces dérives, et il y a une notion, c'était évoqué en introduction, la notion de croyance. La croyance peut devenir une dérive sectaire. Donc, voilà, c'est tout à fait possible. Voilà. Et en même temps, il apparaît tout à fait normal dans notre société laïque qu'une personne, à la fin de sa vie, par exemple, mais aussi à d'autres moments, par exemple dans une maison de retraite médicalisée, disent j'ai besoin d'aller voir tel ou tel praticien d'une religion, a priori d'une religion qui est légale en France. Voilà. Mais cette notion de croyance, on en a besoin. Mais quand je vais voir le médecin, parfois le mot croyance se transforme en effet placebo. Mais c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que parfois, il y a des gens qui disent je suis allé voir mon médecin et déjà ça allait mieux. Et parfois, c'est parfaitement vrai, ça pourrait suffire. Après, le médecin est obligé de donner quand même des médicaments pour. Mais globalement, on sait bien qu'il y a ça aussi. Donc il y a aussi cette notion de croyance qui est très forte. Et on n'a pas tous les mêmes croyances, bien évidemment, mais il y a aussi cet effet-là qui peut faire du bien à la personne, mais qui peut, à un moment donné, la mettre dans une situation d'infériorité où l'autre personne pourrait en profiter pour exercer un magistère maléfique, pour revenir à cette question d'endiablé. Juste pour lutter contre cette notion de dérive, il y a déjà un aspect qui pourrait avancer, c'est la notion de formation. Certes, il y a la question de l'évaluation et elle est absolument centrale, mais l'évaluation est plus longue que l'identification de critères de formation. Et la problématique aujourd'hui, c'est que pour une même pratique, qui n'a pas forcément une assise scientifique, on peut reprendre l'exemple de la sophrologie, c'est intéressant, il y a un rapport fait par l'INSERM qui dit qu'il n'y a pas assez d'études scientifiques. Or, on ne crie pas à la dérive pour la sophrologie, elle est largement déployée dans le système de soins, la Ligue contre le cancer la propose, etc. Donc, on ne crie pas à la dérive. Mais en revanche, vous avez des sophrologues formés avec un diplôme RNCP en 2 ans, donc reconnu par le ministère du Travail, et vous avez n'importe qui demain met sa plaque en disant qu'il est sophrologue, il a fait une formation à distance. C'est contre ça aussi qu'il faut lutter. Déjà, dans un premier temps, c'est que ces organismes-là ont le droit d'exister, et du coup, Madame Michu, elle ne fait pas le distinguo, et donc ça devient de plus en plus compliqué. Et enfin, dernier point par rapport à cette histoire de formation, c'est-à-dire que des praticiens, quand bien même RNCP, formés en 2 ans, etc., sont amenés de plus en plus à côtoyer
déployer de la fragilité humaine et non pas uniquement intervenir dans le champ de la prévention et du bien-être. Donc pour ça, il faut aussi contribuer à renforcer leur expertise, parce que c'est pas la même chose d'intervenir dans la sophrologie quand on est en bonne santé et que c'est pour de la prévention que quand on accompagne une personne, par exemple dans un EHPAD ou dans un PASA, qui a des troubles cognitifs où l'approche relationnelle ne va pas être la même. Donc il y a un vrai enjeu majeur et qui pourrait être immédiat sur celui de la formation, tout en continuant à avancer sur des évaluations scientifiques qui permettront d'en savoir mieux sur la question de l'efficacité d'une pratique ou d'une autre. C'est ce que vous disiez en préparation, Nicolas. C'est pas parce que ce n'est pas scientifiquement validé que c'est inefficace. Ce n'est pas parce que on ne sait pas. Je veux dire que écouter de la musique peut certainement, ou Véronique le disait, dessiner ou en tout cas s'ouvrir à autre chose. Effectivement, ça ne peut pas se mesurer scientifiquement, mais ça ne signifie pas que ça n'existe pas. Donc, c'est aussi un peu d'humilité de la part des médecins, non, que de dire, finalement, c'est pas uniquement 2 le matin et 3 le soir. Mais c'est de l'humilité pour tout le monde, hein, parce que quand on est dans le soin, quand quelqu'un vient confier sa santé, c'est de l'humilité pour les médecins, les non-médecins. Dès qu'il y a pratique de soins, il y a nécessairement humilité. Et le pire dans ces métiers, c'est de croire qu'on sait. Il n'y a rien de plus dangereux. L'exemple que vous avez donné sur le fait de ne pas manger avant une chimiothérapie est un exemple illustratif, mais c'est vrai pour les médecins comme pour les non-médecins. Donc, en sachant qu'il y a des limites, quand on est médecin, la formation elle est faite pour apprendre à faire des diagnostics sur l'ensemble du fonctionnement du corps humain, et même un cardiologue, un neurochirurgien sait repérer des troubles psychiatriques, même si ce n'est pas sa spécialité, parce qu'il a été formé pour ça, et il sait faire appel après à ses collègues spécialistes pour traiter le sujet. Un médecin généraliste, le mot généraliste a un sens. Il est capable d'avoir cette vision globale pour faire des diagnostics et après orienter en termes de filière et puis proposer les premières thérapeutiques. Donc voilà, ça c'est la formation qui permet, et elle est codifiée, on ne peut plus codifier, qui est intangible. Après, quand vous êtes dans certaines professions, ostéopathe, c'était désormais codifié, avec des formations, des référencements. Psychologue, c'est en train d'être fait récemment à la faveur du Covid, avec des référencements sur la psychologie clinique, etc. Et ça va ne faire que s'amplifier. Je ne reviens pas sur les batailles homériques entre les écoles de psychologie, qui, à mon avis, vont encore durer un petit peu. Mais par contre, quand vous êtes sur l'auriculothérapie, quand vous êtes sur tel type de massage, quand vous êtes sur tel type de régime ou tel type de jeûne, par exemple, qui est quand même très polémique, hein, alors là, la personne que vous avez devant, c'est difficile d'estimer quelle est sa compétence. Alors il y a certains petits trucs quand même, et ça sera dit dans la matinée, le fait que un praticien mette en opposition la médecine traditionnelle et ce qu'il est en train de faire, c'est déjà un signe. Le fait qu'ils veulent tout soigner par des choses un peu, des élucubrations pseudo-scientifiques, le fait qu'ils coupent la relation avec le monde rationnel, voire les liens, voilà, ça c'est des éléments qui doivent mettre la puce à l'oreille quant à des possibles dérives sectaires. La Miviludes fait des rapports régulièrement, on le voit, il y en a, et là notamment, il y en a beaucoup autour de la nutrition, je crois, et autour des aspects de méditation. Mais c'est pas parce qu'il y a des excès, il y a des excès partout, même en médecine traditionnelle, les biais de publication et les pseudo-études sont de preuve, c'est aussi un vrai sujet, hein, que la véracité des résultats scientifiques dans certaines études. Donc c'est pas parce qu'il y a quelques brebis galeuses que ça doit, ou quelques dérives, que ça doit disqualifier l'ensemble. Je pense qu'il faut être prudent là-dessus et être mesuré. Moi, je crois vraiment à ce que je disais tout à l'heure, à la santé intégrative par rapport à des besoins qui sont identifiés. Quand vous êtes victime d'une néoplasie, d'un cancer, que vous avez mal, que vous avez déjà subi X rangs de traitements qui sont extrêmement douloureux, que vous ayez envie d'avoir du bien-être et que ça puisse être pris en charge, que ça soit de la socio-esthétique, hein, on n'en parle pas, ça paraît loin la socio-esthétique, mais pouvoir avoir une figure à peu près présentable le matin dans la glace ou dans ses relations humaines, chez certaines personnes, ça mériterait d'être peut-être remboursé, mais chez certaines personnes, dans certaines indications, dans certains cas, et pas pour le tout venant. Voilà, donc c'est ça qui me paraît intéressant de travailler et de faire prospérer. Merci Nicolas. Vous avez rappelé d'ailleurs, et on peut peut-être rassembler tout ça, vous avez rappelé que les 3 piliers
des médecines alternatives et complémentaires. On a bien compris avec vous que le terme complémentaire était très important, grâce à l'image de la perruque. Et donc, finalement, ces trois piliers à partir duquel on peut avoir un déploiement de d'Ivermac, c'est une activité physique adaptée, c'est l'alimentation, et c'est un concept qui vous est cher, dont on parlera un petit peu plus tard, c'est l'environnement, ce que vous appelez, Nicolas, le syndrome de la vie de merde, dans laquelle, effectivement, c'est difficile de pouvoir s'épanouir. Alors voilà, je voulais rappeler quand même ces trois éléments dont on va débattre après en rentrant dans le détail de la pratique, et le fait qu'il faut effectivement un chef d'orchestre. Et ce chef d'orchestre, même s'il ne sait pas jouer tous les instruments, je parle du médecin généraliste, peut-être rappeler quand même que généraliste, c'est une spécialité. Ça paraît une contradiction, mais non. Et que ce chef d'orchestre doit pouvoir, et doit pour cela être informé aussi, et s'informer, orienté vers tel ou tel musicien, que seront, je ne sais pas, le diététicien. Oui, Serge ? Encore faut-il que le médecin généraliste ait l'humilité et une information minimale sur le sujet. Parce qu'évidemment, je crois que pour la première fois depuis un an, en je ne sais plus, 4e année ou quelque chose comme ça, on commence à évoquer sur quelques heures ces médecines. Voilà. Mais c'est par rapport à tout le cursus, c'est rien du tout. Et la plupart des médecins, mais il n'y a pas que sur ce sujet-là, parce qu'on sait bien que le premier élément de formation de ces médecins, ça serait justement la science de l'écoute, hein, qui est difficile, qui est pas une science, mais qui est aussi une envie. Et tous n'ont pas nécessairement cette envie, parfois n'ont pas nécessairement la possibilité. Mais donc on a aussi cette limite-là. Certains médecins qui se sentent finalement en concurrence déloyale, donc qui n'ont pas envie, qui vont même parfois refuser. Hein, voilà, ils vont se mettre la tête dans le sable et tout. Je ne veux pas savoir. Hein, voilà. Et que donc le patient va pas oser non plus en parler, en disant mais je vais me faire mal recevoir. Donc il y a aussi tout ça. Donc il y a aussi une question presque de sensibilisation de ces médecins à ces approches-là. Voilà. Ça, c'est vraiment, je crois, un élément très très fort. Le deuxième élément, en effet, Nicolas en a parlé, c'est qu'aujourd'hui, un des enjeux qui était complètement invisible, qui étaient toutes les problématiques autour de la santé mentale au sens large. Et donc ça peut toucher tout le monde à un moment ou à un autre. Et donc ce besoin aussi, on voit bien que ces approches-là, dans certains cas, peuvent faire beaucoup de bien, et dans d'autres cas, par exemple, pas nécessairement. On sait que la méditation, c'est pas conseillé dans toutes les situations. Donc il y a aussi besoin du coup de ce savoir. Et je voudrais en profiter pour dire que c'est justement très important et très positif que des mutuelles se saisissent du sujet. Parce qu'elles répondent aussi à la demande sociale des gens, et elle se fera aussi, y compris parce qu'il peut y avoir des concurrences entre mutuelles. Ce n'est pas interdit. Et que donc, une des choses qui va se faire, c'est que les gens ils vont aussi regarder laquelle m'écoute et laquelle améliore, je dirais, à la fois le remboursement, bien sûr, mais aussi la qualité du conseil. Et donc là, il y a un enjeu, je crois, et je trouve que c'est en ça que c'est extrêmement positif qu'il y ait ce moment-là, parce qu'il y a un enjeu. La mutuelle, c'est aussi de l'ordre du conseil. Et les gens ont besoin de conseils. Tu as parlé avec raison de la défiance. On est dans une société, malheureusement, de défiance incroyable. Et plus on descend dans l'échelle sociale, moins les gens ont les informations, et plus les gens sont en défiance. Donc comment on fait aussi pour y répondre un peu mieux ? Véronique. Très très court, l'enjeu de sensibilisation il est évident, à la fois auprès des médecins, bien que de plus en plus de médecins soient sensibilisés largement à ces pratiques. On observe une forme de scission dans le corps médical entre des médecins qui sont plutôt ouverts et des médecins qui sont plutôt réfractaires presque par principe. D'accord. Une logique, un enjeu aussi de structuration, on en a parlé à la fois dans le monde institutionnel, mais aussi au niveau de la société, et un enjeu aussi de définition, parce que c'est vrai qu'on a parlé d'activité physique adaptée, on a parlé de diététique, de soutien psychologique, d'acupuncture et de méthodes déviantes. Attention à ne pas mettre tout dans le même sac. Et puis, il y a aussi les rapports de la HAS qui déterminent un socle de pratiques qu'ils nomment thérapeutiques non médicamenteuses, donc ce n'est pas la même chose. Les pratiques telles que le soutien psychologique, la diététique, etc., ce sont des pratiques qui sont déjà consensuelles, largement déployées, elles ne font pas débat. Dans les quand il y a équipe de soins, il y a aussi le psy, le diète, etc. Donc ce n'est pas trop la problématique aujourd'hui. En revanche, il y a une vraie problématique sur ce fameux fourre-tout dont on parlait, avec des enjeux peut-être d'évaluation sur certaines pratiques, notamment celles qui ont déjà une assise. Et je pense à la sophro, je pense aux pratiques corps-esprit, je pense à l'hypnose, qui a été évaluée, où il y a des études sur l'hypnose et la douleur, par exemple, et on n'a pas de normes de formation, on n'a pas de RNCP,
CP, les écoles ne sont pas reconnues. C'est quand même, voilà, il y a quand même des incohérences sur un socle de pratique sur lequel on pourrait avancer, et un socle de pratique pour lequel aussi il faut lutter contre des dérives quand on a ce type de comportement, et ça passe encore une fois aussi par la formation. Alors avant de vous poser une dernière question, justement, vous parliez de formation et donc d'information. Je voulais signaler 3 livres qu'il faut absolument avoir lus pour tout savoir sur les médecines complémentaires et alternatives pour et contre celui-ci, donc de Véronique et de Serge, ici présents. C'est une véritable, enfin, je ne vais pas dire le mot Bible parce qu'on va faire appel aux croyances après, mais en tout cas, une mine d'informations, voilà. Le livre qui vient de sortir, il est tout chaud, hein, Nicolas, de votre livre « Santé, les inégalités tuent ». Vous l'avez fait avec Alfred Spira, et ce livre reprend ce concept qui vous est cher du syndrome de vie de merde. Alors, au-delà de l'appellation de provocation, il y a une vraie réalité. Et on verra d'ailleurs dans la table ronde numéro 2 que les modes de vie sont souvent à l'origine de pathologies, et que agir à l'intérieur de quelqu'un, agir sur soi, c'est aussi, et peut-être avant tout, agir autour. Enfin, voilà. Et puis ce 3e livre du docteur Alain Ducardonnec, vous verrez tout à l'heure, la 2e table ronde, prenez rendez-vous avec vous, des moments qu'on passe avec soi, et le titre qui est d'ailleurs fort drôle, je veux dire qu'on y apprend finalement à poser les bonnes questions à son médecin, puis surtout peut-être à se les poser à soi de façon, j'allais dire, très intéressante et au quotidien. Ça se lit non seulement très facilement, mais il y a une mine de choses à faire qui sont sur la nutrition, sur la formation aussi, pour pouvoir comprendre quelque chose. C'est parfait. J'avais l'impression de vous trouver plus mince. C'est peut-être la lecture du livre, alors, par rapport à la dernière fois que je vous ai vu, c'est ça? Mais il est ignoble, hein, donc oui. Non, mais je mange des polyphénols. Ça, c'est la 2e table ronde. Les polyphénols avec le docteur Pruneau Favier qui en parlera. Voilà. Bon. La dernière question que je voulais vous poser, donc maintenant, normalement, vous savez de quoi nous parlons avec les MAC. Vous avez compris que le mot complémentaire est terriblement important, que le mot alternatif est suspect, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, juste une question anecdotique. Quand vous avez des petits bobos, je parle des petits bobos de la vie quotidienne, une baisse de forme, voilà, on ne se sent pas bien, on a envie de respirer simplement, des choses comme ça. Alors, vous faites quoi? Serge, je crois que c'est le chocolat pour vous. Oui, d'ailleurs, il y a des polyphénols dans le chocolat. Donc en plus, c'est très très bon pour la santé. Et c'est vrai, c'est très très bon pour le lien. Et puis, c'est tout simplement un plaisir. Et cette question du plaisir, elle est quand même centrale. Juste une anecdote. Je travaille beaucoup sur le vieillissement. Un jour, je suis dans une maison de retraite médicalisée. Après, je fais une conférence, ça. Après, on me dit, il faut absolument qu'on vous fasse rencontrer Raymond. Il est comme vous, il adorait le chocolat. Alors j'ai dit, on va me le faire rencontrer. Il adorait, donc j'avais un peu peur. Il est mort, il est empaillé. Enfin, j'étais un peu mal à l'aise. Mais bon, enfin, on va voir le Raymond en question qui était vivant. Et donc on discute un peu. Je dis après, mais pourquoi il adorait le chocolat? Enfin, il dit, maintenant on peut plus en donner parce que vous comprenez, il y a un risque de diabète. Il avait 97 ans. Vous voyez, à un moment donné, il faut peut-être arrêter, quoi. C'est-à-dire que c'est peut-être moins grave d'avoir un petit peu plus de diabète, quoique avec le chocolat noir, il n'y en a pas. Mais surtout d'avoir la qualité de vie, du plaisir. Voilà, donc c'est ça. Donc autour de ça, il y a 400 MCA selon l'OMS. Parce qu'en fait, le terme MCA, il vient de l'OMS, on est d'accord. Donc le chocolat, c'est peut-être la 401e, et puis on peut aussi prendre un grand plaisir avec la 402e, mais là, je laisse à chacun le choix d'imaginer laquelle. Bon, Raymond, si tu nous entends, mange du chocolat, hein, continue. Et pour vous, Véronique, est-ce que c'est la lecture de Freud en BD? Non, je vais pas faire très original, mais moi aussi, c'est le chocolat. Et d'ailleurs, quand j'ai rencontré Serge la première fois, un colloque sur les médecines complémentaires, on parlait de chocolat, il me parle de mon chocolat, je lui dis, mais je suis amoureuse du chocolat. C'est la première fois que quelqu'un l'exprime comme ça, sauf qu'aujourd'hui, il me dit, ouais, mais ça va, toi, tu aimes n'importe quel chocolat. Voilà, donc je suis une fausse amatrice de chocolat pour le grand amateur si présent. Voilà. Alors, il n'y a pas de traces de chocolat sur les pages. Hein. Je regardais parce qu'ils ont écrit le bouquin ensemble. Et alors, vous, Nicolas, est-ce que c'est le Vidal que vous lisez le soir avant de vous endormir? Bien sûr, toute la journée. Non, moi, c'est du tanzanien, 75% de cacao aussi. Extraordinaire. Ouais.
Et vraiment, je vous le conseille. Il n'est pas facile à trouver, mais très fruité, vraiment très agréable. Non, mais au-delà de la plaisanterie, on a tous plein de petits trucs et astuces pour rendre nos journées plus agréables, en fait. C'est manger un carreau de chocolat, c'est regarder par la fenêtre, c'est aller faire un tour à pied, promener son chien. Enfin, c'est tous ces petits plaisirs, c'est bricoler pour certains, qui d'ailleurs dans le vieillissement sont extrêmement importants, comme tu l'as dit. Et l'ergothérapie, c'est ni plus ni moins que de continuer à pouvoir aussi utiliser ses mains comme on le faisait auparavant, et c'est très utilisé comme thérapie non médicamenteuse, en psychiatrie notamment. Voilà. Je reviens sur le syndrome de la vie de merde parce que c'est pas qu'une formulation accrocheuse. Ça a été déterminé par des épidémiologistes américains au début des années 2000 et ça a été repris notamment par le Guardian en Angleterre. Dans un article fameux en 2018 qui explique que pour certaines parties de la population, il y a un effet cumulatif de tous les déterminants de santé qui font que l'espérance de vie est beaucoup moins importante. Et en France, c'est ce qu'on a voulu écrire dans le bouquin et expliquer, c'est que par exemple la différence d'espérance de vie entre les 5% des personnes les plus pauvres et les 5% les plus riches, chez les hommes, elle est de 13 ans. Ce qui veut dire que c'est énorme et que ces facteurs cumulatifs que sont les problématiques de revenus, les problématiques de logement, les problématiques d'emploi, les problématiques de relations sociales, etc., font que ils ont peu ou pas la capacité à s'intéresser à la méditation. Leur petit loisir, c'est de fumer une cigarette, par exemple. Et quand on veut faire du sevrage tabagique chez ces populations, ben c'est comme si nous, on nous arrêtait d'aller au cinéma, on nous demandait d'arrêter d'aller au cinéma ou d'avoir des fêtes de famille. Etc. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ce qu'on veut mettre en place, et y compris sur les MAC, ça ne va pas s'approprier comme ça partout de manière égale dans la population. Et ce qu'on essaie de montrer dans le bouquin, c'est qu'il y a un travail d'accompagnement et de ce qu'on appelle d'accompagnement proportionné. Alors il y a un grand mot pour le dire, c'est d'universalisme proportionné pour mettre les moyens là où il y en a le plus besoin. Parce que quand vous avez un cancer et que vous êtes dans des catégories socio-professionnelles ou catégories sociales inférieures, comme on dirait, ou basses, et ben vous n'avez pas la même manière, y compris de pouvoir vous occuper de votre bien-être avec toutes ces médecines-là à des moments cruciaux comme la maladie peuvent les appeler parfois. Voilà. Merci Nicolas. Merci à vous trois. Je pense qu'on peut les applaudir. Maintenant sera de quoi on parle. Et après vous avoir lu les 3 livres dont je reparlerai par la suite, eh bien, nous saurons véritablement ce que sont les MAC. Merci à vous.